Bienvenue dans Familia Ayahuasca, état des lieux des plantes médecines. Un podcast sur les états modifiés de conscience et leur impact sur nos visions du monde. Comment une expérience intime peut-elle devenir politique? Ayahuasca la grand-mère, tabac le grand-père, cacao la mère, cactus le père. Pourquoi ces plantes utilisées depuis des siècles nous fascinent ou nous effraient tant? Néo-chamanisme, quête de soi, quête de sens, ombre, transe, guérison, reconnexion, spiritualité, décompensation, lien avec la nature, angoisse, inspiration, énergie, racine, cadre, danger, dépression, chaos, sacré. Qu'en est-il? Voici des témoignages d'explorateurs pour éclairer nos questionnements. Bonne écoute. Bonjour Anna. Bonjour. Merci de prendre ce temps aujourd'hui pour Avec parler plaisir. de l'ayahuasca. Alors, tu es formatrice et apprentie chamane. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui t'a amené en fait à participer la première fois à une cérémonie ayahuasca? Alors, c'est pas forcément de plein gré. Enfin oui, bien sûr, mais c'est que j'allais pas très bien. Et j'avais eu l'occasion déjà de voyager en Amérique latine une première fois, et j'avais été en contact avec l'ayahuasca, c'est-à-dire que j'avais entendu parler de ça, et j'avais commencé à découvrir un petit peu certaines médecines d'Amérique du Sud. Mais j'étais pas forcément prête parce que très jeune, à aller voir l'ayahuasca, qui est quand même une médecine très puissante, de ce qu'on m'avait dit, et je le confirme aujourd'hui. Euh, et donc ça s'est passé pendant un autre voyage, quand j'étais au Mexique. Et donc bizarrement pas du tout à l'endroit où elle pousse, mais quand même dans la jungle, avec un chaman qui venait du Pérou et qui vivait là-bas, qui la faisait pousser au Mexique. Et là, cette fois-ci, c'est vraiment venu comme une synchronicité. J'ai su que c'était le moment. Ça m'a été proposé d'une manière tellement naturelle. Et à un moment où je ressentais vraiment le besoin d'aller vers ça. Et donc, c'est tout naturellement que je me suis laissée porter par l'expérience. Et tu parlais de mal-être. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Est-ce que c'était une forme de dépression? Enfin, comment tu te sentais à ce moment-là? Alors, oui, je pense qu'on peut appeler ça une dépression. Mais je dirais que la différence avec ce que les psychologues appellent dépression, c'est qu'il s'agissait plus d'une crise spirituelle que d'une crise, que d'une pathologie. Euh, voilà. Donc moi, je savais déjà que ça pouvait être réglé beaucoup plus par une voie spirituelle que par... D'ailleurs, j'avais essayé les psychologues, etc., psychanalystes, et ça n'avait pas du tout aidé. Donc je savais qu'il fallait pas que je passe par une autre voie, beaucoup plus en lien avec la reliance. J'avais un manque de reliance, je m'étais coupée d'une partie de moi que je pourrais appeler aujourd'hui la partie divine. Et c'est vrai que l'ayahuasca a participé énormément à réconcilier cette partie de moi. Et comment se passe une cérémonie, concrètement, pour ceux qui n'ont jamais expérimenté ça ou qui ont peut-être vu des films, mais ne savent pas exactement comment ça se passe? Est-ce que tu peux nous expliquer? Ouais, parce que c'est vrai que quand on voit des vidéos sur Internet ou des reportages à la télé, ça fait un peu peur. On voit des gens vomir, on voit une salle obscure dans la jungle, etc. Et c'est vrai que ça peut faire peur comme ça. Alors que déjà, quand on est dans la jungle, en fait, c'est totalement naturel d'être dans ce type d'espace. L'intensité de la jungle est déjà une médecine en soi, notamment quand on est en Amazonie, pour y avoir été maintenant quelques fois. Et donc on est totalement immergé dans cette ambiance-là, qui fait que, bien sûr quand on voit ça à la télé, c'est tellement déconnecté de là où nous on vit dans ce contexte, que ça paraît assez extrême. Mais en fait, c'est vraiment tout naturel en général quand on est amené à le faire. Et dans quel contexte, du coup, chez les chamans, par exemple, d'Amazonie, ça a été mis en place? Enfin, comment c'est arrivé dans leur vie, dans leur culture, cette plante médecine? Alors, je ne sais pas si c'est une histoire vraie, parce qu'ils sont plus dans la tradition orale là-bas que dans la tradition écrite, historien, etc. Alors, il y a un conte, un mythe, qui dit que
alors voilà, j'ai peur de déformer un peu l'histoire, mais vous ferez vos recherches si vous voulez l'histoire exacte. Mais qu'apparemment, il y avait un seigneur ou un, un roi qui s'appelait Ayahuasca. Et il était tombé amoureux d'une femme qui s'appelait Chacruna. Sachant que la recette de l'ayahuasca aujourd'hui, quand on la boit, c'est un mélange de deux plantes, l'ayahuasca, qui est une liane, et de la chacruna, de sa feuille. Donc ce roi est tombé amoureux de cette dame, de cette reine, qui était très puissante. Tous les deux étaient des grands mages, avec des grands pouvoirs de guérison. Et un jour, Chacruna meurt. Et bon, il était très triste et il se rendait compte que, en fait, il n'était rien, que son pouvoir n'était rien sans celui de Chacruna, de la femme. Le jour où lui mourra aussi, les gens se rendirent compte en fait que sur leurs deux tombes, qui n'étaient pas au même endroit, avaient poussé des plantes. Donc sur la sienne, à lui, la liane, et sur celle de la femme, l'autre plante. Et c'est comme ça que les gens ont su que pour garder leur pouvoir à ces grands mages, il fallait mélanger ces deux plantes, et c'est comme ça qu'ils ont connu la recette. Après, je pense que de toute façon, les peuples d'Amazonie, et là, c'est pas une manière de mystifier les peuples originaires, etc. C'est vraiment que voilà, c'est une terre où la connexion à la terre, justement, ne s'est pas vraiment perdue comme chez nous. Et donc, de base, ils avaient l'habitude d'écouter leurs intuitions, d'être connectés à l'intérieur, d'être connectés aux élémentaux aussi. Et donc, voilà, ça fait tout simplement partie de leur culture, en fait, que de se soigner avec des médecines naturelles, des plantes, etc. Et donc, c'est logique qu'ils aient aussi utilisé cette plante-là. Mais dans quel cadre, à quel moment de leur vie est-ce que ça pourrait être en lien avec des rites de passage, ou est-ce que c'est vraiment en mode médecine, lié par exemple à un état, et du coup ils vont se dire ok, c'est cette plante-là à ce moment-là? Alors, bon, moi bien sûr j'ai que ma vision et mon expérience avec les personnes que j'ai rencontrées. Mais nous on y va pour des raisons thérapeutiques, nous les occidentaux. C'est pas forcément le cas des autochtones. C'est-à-dire que là-bas c'est tout simplement le guérisseur du village. C'était aussi le sage du village, et donc le chaman, c'était celui qui disait aux gens en fait, voilà, qui faisait le médium finalement, le canal entre le monde des esprits et le monde humain, et donc qui leur donnait les messages. C'est celui qui disait, qui permettait aussi de savoir quelle était la meilleure chose à faire pour la communauté. Les gens allaient le voir pour des conseils. Voilà, c'était tout simplement en fait un conseiller pour tout le monde, mais parce qu'il avait une connexion particulière. Donc voilà, c'est les gens, à la base, la médecine de l'ayahuasca n'a pas toujours été pour soigner les gens dépressifs comme c'est le cas aujourd'hui, en effet, avec l'apport des Occidentaux, clairement, avec nos maladies à nous. Et ça veut dire que dans leur cadre, en fait, tout le monde pouvait consommer, consommer, c'est pas le bon terme, en tout cas, pouvoir expérimenter la plante. Enfin, c'est accessible vraiment, suivant du coup le retour du chaman. Absolument, si tu veux même savoir, je suis déjà allée à une cérémonie où il y avait un bébé de 1 an à qui on a servi l'ayahuasca. Et en fait, j'ai beaucoup de chamans que j'ai connus, ils ont été élevés en participant à des cérémonies. Alors bien sûr, on ne leur sert pas les mêmes doses qu'aux adultes, mais ils sont élevés avec l'ayahuasca pour certains. Et là-bas, c'est tout à fait normal en fait, alors que nous, en effet, on considère ça quelque chose. On prend ça avec beaucoup de précaution, et on a raison, parce que c'est pas forcément adapté à notre psyché qui n'est pas très ouverte au monde des esprits. On a vraiment coupé chez nous, de par l'Inquisition, toute l'histoire qu'il y a eu chez nous. Nous, on a vraiment bloqué, et du coup, ça peut faire des grosses... des grosses explosions psychiques en fait, que de revenir à ça. Alors que chez eux, en fait, ça fait partie d'eux. C'est transmis par les mémoires cellulaires peut-être, ou par la transmission orale aussi. Du coup, c'est des choses normales en fait d'avoir accès à ces mondes-là. Donc voilà, tout le monde peut en effet prendre ça. Et le fait que du coup, dans notre milieu occidental, on associe souvent ça à la notion de drogue. Comment on peut un peu dissocier, sachant que culturellement, on est quand même, comme tu dis, coupé.
Si on considère ça comme ça, est-ce qu'au moment d'expérimenter une cérémonie ayahuasca, on n'arrive pas avec toutes nos terreurs et tout ce conditionnement? Comment on peut du coup voir les choses différemment? Sortir de ce carcan de la drogue et de reprendre le côté plante médecine. Ouais, bah, très bonne question parce qu'en effet, je comprends la raison pour laquelle on appelle ça une drogue ici. Parce que, en effet, ça nous donne un effet qui est tellement différent de notre quotidien qu'on ne peut que appeler ça un état, moi j'appellerais ça état de conscience modifié. Mais de fait, donc c'est aussi l'état que peuvent nous amener les drogues. Bien sûr, là-bas, ils n'appellent pas ça drogue, mais médecine. Et en effet, c'est vraiment une question de rapport à la conscience, en fait. C'est-à-dire que chez nous, on considère qu'il y a un état de conscience qui est celui dans lequel on est tout le temps dans le quotidien. On considère que c'est l'état normal et que les autres sont des états anormaux. Alors que chez eux, ils ne séparent pas les mondes comme chez nous. Et donc, le monde spirituel, les états de transe, par exemple, ne sont pas des états anormaux, ce sont juste des états. Et dans quel état d'esprit tu étais juste avant, en fait? Est-ce que c'était plutôt la peur? Est-ce que c'était plutôt la curiosité? Quelle était l'émotion qui te traversait avant même juste ta première cérémonie? Alors, je pense que je savais déjà que j'allais le faire. Donc, mes doutes... En fait, c'est marrant parce que j'ai eu des doutes, mais c'était des faux doutes parce que je savais très bien que j'allais le faire. Donc, c'était plus une appréhension finalement que des doutes. Je conseille à tout le monde d'avoir cette appréhension. Pourquoi? Parce que c'est en effet une médecine vraiment puissante, qu'on est souvent très coupé en effet de cette partie de nous, et j'appellerais ça plus d'ailleurs du respect de la médecine que de la peur en fait. Je pense qu'une partie de nous sait très bien qu'on va qu'elle nous amène très loin, que c'est une médecine elle est ancestrale, et qu'on est en train qu'on est sur le point de rencontrer une partie de nous assez sacrée aussi. Et donc je pense que c'est tout à fait normal d'avoir une appréhension, et c'est même plutôt ça. Et quand tu parles du côté sacré, est-ce que du coup ça fait résonance avec la crise spirituelle que tu ressentais et du coup le lien pour ceux qui sont peut-être moins dans cette approche avec la dépression et la perte de sens, souvent liée à l'état dépressif? Alors oui, je fais complètement le lien. L'ayahuasca, elle a vraiment... déjà, c'est un esprit de la terre. Et avant d'aller chercher le ciel, tout simplement, il faut avoir des racines. Donc, je pense qu'il fallait déjà que je me reconnaisse à ma base. Et en Occident, c'est pareil. La terre, on n'a pas un super rapport avec elle aujourd'hui. J'ai pas besoin de donner de détails, je pense. Et voilà, tout simplement, je pense que c'est sacré dans le sens où elle nous ramène à la vie. Elle nous rappelle qu'on fait partie du vivant. Et ça devrait être une base pour nous parce que c'est notre nature. Mais aujourd'hui, étrangement, on a du mal à y croire et on se sent un peu illégitime pour beaucoup, je pense, sur cette terre. Et on se sent séparé et c'est ce qui nous permet parfois soit de dominer la nature. Et déjà, rien que le fait de dire la nature, ça voudrait dire qu'on n'en fait pas partie. Donc c'est déjà étrange comme dénomination. Soit de la dominer, soit de vouloir la protéger, de se sentir coupable de tous nos actes. Et donc, dans les deux cas, c'est un rapport de séparation. Donc, quand je parle de sacré, c'est pas forcément quelque chose de religieux. Rien que pour moi, de se rappeler qu'on fait partie du vivant, c'est déjà quelque chose de sacré qui nous ramène à notre part, notre part sacrée parce qu'on fait partie de la création, en fait. Et qu'est-ce que tu as ressenti déjà pendant la cérémonie? Donc tu disais qu'on buvait en fait un mélange. Et est-ce que tu peux nous donner des détails sur le process, sur comment ça peut... qu'est-ce qu'on vit en fait? Tu parlais de séparation et donc là de retrouver une unité, mais qu'est-ce qui se passe du coup corporellement, émotionnellement, psychiquement? Alors, je vais te répondre, mais d'abord je dois dire que c'est super personnel. Parce que la médecine, en fait, c'est vraiment une médecine hyper personnalisée qui va venir t'apporter la prise de conscience dont tu as besoin à ce moment-là. Et du coup, elle fait vraiment partie d'un chemin. Et elle vient au moment de ton chemin où tu en as besoin pour te donner exactement les réponses dont tu as besoin. Donc alors, parfois, certaines personnes vont avoir des expériences
transpersonnelle et aller découvrir l'univers, comment fonctionne le tout, le fait qu'il n'y ait pas de temps, le fait qu'il n'y ait pas d'espace, etc. Le fait que, alors parfois même peut-être des multidimensionnalités, pardon. Alors que d'autres, ou à d'autres cérémonies, la même personne d'ailleurs, pourra se retrouver dans son enfance, à guérir son cœur, à guérir son rapport à ses parents. Donc ça peut être autant super individuel que super collectif, voire universel, parce que en fait, elle vient vraiment nous apporter les prises de conscience dont on a besoin. Donc moi, par exemple, j'ai dû commencer par la partie vraiment transpersonnelle, parce qu'il fallait que je comprenne le monde avant de pouvoir l'accepter, et ensuite de pouvoir accepter mon incarnation. Et voilà. Donc elle a d'abord commencé à m'expliquer le monde, pour que j'arrive à ressentir que c'était OK, que ce monde soit tel qu'il est, afin de pouvoir ensuite m'incarner. Et du coup, dans mon cheminement, je suis allée de plus en plus vers ça, vers mon individu. Et finalement, aujourd'hui, ça revient vers l'extérieur, puisque je suis en train aussi d'apprendre un petit peu plus aussi à apporter du soin grâce à elle. Et du coup, c'est une manière de se voir, de se rencontrer, de rencontrer des parties de nous, qu'elles soient intimes ou collectives ou politiques. Alors j'ai envie de dire de nous et du monde, parce qu'en fait, finalement, ce qu'elle nous montre aussi, c'est que le monde n'est que le reflet de nous-mêmes. Et c'est en ça qu'il n'y a vraiment pas de règle, parce qu'on y va pour se rencontrer, ça c'est sûr. Et elle peut passer par tellement de voies différentes. Et également, ça peut être des voies visuelles, donc avec des visions, des images, etc. Comme pour d'autres, ça peut être par les sens. Pour d'autres, ça peut être même super inconscient. Donc peut-être que la personne va être dans un sommeil, en fait, finalement, pendant toute une cérémonie. Ça peut arriver aussi. Et ça va se faire au niveau inconscient. Dans tous les cas, elle sait quoi faire. Et elle travaillera, selon moi, de la manière la plus adaptée et la plus douce aussi. Même si, voilà, c'est pas la médecine la plus douce qui existe. Alors justement, il y a beaucoup de croyances autour de ça, notamment sur le côté traverser les ombres, notre part obscure. Et comme on dit que cette médecine est très puissante, c'est aussi parce qu'il y a ce rapport à l'ombre ou au chaos. Quelle est ton expérience par rapport à ça ? Ouais, alors je pense que pour aller chercher la lumière, il faut passer par les ombres. D'ailleurs, on dit, en fait, c'est évident, c'est dans la nuit totale qu'on voit le plus les étoiles. Et je pense que tout le monde n'a pas passé par là, mais ça peut faire partie du chemin. Donc il faut être prêt, en effet, quand on va sur un chemin avec le chamanisme, à affronter son chaos. Et d'ailleurs, on dit que le chamanisme est la médecine du chaos. Pourquoi ? Parce que l'ayahuasca, comme finalement toute la voie chamanique, considère que l'ombre n'est pas quelque chose de négatif qu'il faut rejeter, mais au contraire qu'en fait l'ombre et la lumière travaillent tout le temps ensemble et sont les deux facettes d'une même pièce, et donc on ne peut pas vivre la lumière si on ne vit pas l'ombre. Donc c'est sûr que c'est un chemin assez courageux, et c'est pour ça qu'il y avait en effet tous ces rites initiatiques, etc. Dans ces civilisations, parce que on ne peut pas aller voir ces parts-là si on n'a pas quand même un petit peu affronté déjà sa partie humaine, en fait. Parce qu'on peut aller assez loin quand même dans les visions. Et quand tu dis assez loin, ça peut être vraiment sur des choses très, très sombres, justement, ou assez terrifiantes. Comment dealer avec la peur ? Comment gérer avec la peur dans ces moments-là ? Est-ce que le chaman a un accompagnement spécifique pour ça ? Alors ouais, donc déjà comment dealer avec ces peurs, la médecine de l'ayahuasca est une grand-mère, on l'appelle la grand-mère, sachant que toutes les plantes sacrées, les plantes maîtresses ont leur hiérarchie. Par exemple, le peyote au Mexique est le grand-père, le cacao par exemple c'est la maman, etc. La grand-mère, c'est sûr qu'elle est très exigeante, très intransigeante. Elle ne nous fera pas de cadeaux, mais par contre, elle est quand même là pour nous emmener en douceur, pour qu'on comprenne le message. L'idée, c'est pas de nous traumatiser. Donc déjà, en général, elle nous aide quand même à comprendre qu'elle n'est pas là du tout pour nous brutaliser, mais pour nous apprendre la sagesse. Après, ça n'empêche pas qu'on puisse avoir peur, parce que on rencontre des parts de nous qu'on a quand même essayé d'éviter en général. Et en effet, bien sûr, il faut un accompagnement d'un chaman pour cela. C'est pour ça qu'on fait ça dans le cadre d'une cérémonie, avec non seulement, bien sûr, certains rituels, et surtout un chaman qui est là pour canaliser les énergies et pour ressentir aussi le process de chacun. Lui, le chaman a une acuité particulière qui lui permet en effet de connecter
à ces mondes spirituels et de voir ce que chacun est en train de vivre. Alors chacun le verra à sa manière parce que on a tous nos prismes de perception du monde. Mais chacun, enfin c'est le principe du métier de chaman, c'est quand même d'avoir cette acuité et d'être capable de ressentir quand une personne est en process et de pouvoir aller l'aider à ce moment-là. Par exemple, s'il y a comme en Occident, on va dire bad trip pour voilà, mais si du coup la personne est vraiment en difficulté, se sent comme dans une loupe, Ouais, ça arrive et beaucoup. quelque chose qui peut être un peu oppressant, là le chaman va pouvoir vraiment soutenir en fait et accompagner. Absolument, et souvent il va s'aider d'autres plantes d'ailleurs, comme le tabac qui est très présent lors des cérémonies d'ayahuasca. Le tabac étant le papa. Et le tabac souvent va être une manière de faire revenir ici. Donc quand la personne est en train de partir beaucoup trop loin et qu'elle, voilà, parfois ça n'a plus de sens parce qu'on part dans un endroit de vacuité. Et c'est souvent là qu'arrivent ces fameuses loupes, ces boucles, où plus rien n'a de sens en fait. Tout ce qu'on voit est absolument absurde, parce qu'il y a une part d'absurde dans ce monde. Le chaman va bien sûr en général le ressentir et venir avec la médecine du tabac, soit lui souffler sur la personne le tabac, soit avec par exemple la médecine du râpé, qui est aussi une forme de tabac moulu, etc., et qu'on va pouvoir renifler. Mais voilà, donc déjà il va pouvoir s'aider d'autres plantes à ce moment-là pour réancrer un petit peu, revenir dans le moment présent. Et sinon, ça va être aussi en faisant des invocations par exemple à des esprits aidants, des guides, etc. Et puis voilà, il a de toute façon plein de manières de travailler. Ça peut être aussi par les chants, des instruments et autres. Est-ce que c'est avec ces expériences que tu as développé certaines croyances choisies au niveau spirituel, ou ça a juste connecté et en fait tu t'es retrouvé via ces cérémonies? Quelle est la source en fait? Alors, qui de la poule ou de l'œuf? C'est une très bonne question. Elle est toujours difficile à répondre. Mais ouais, je dirais quand même que ça a été des évidences. Donc bien sûr, en fait, c'est comme si j'avais déjà des croyances, mais que c'était plutôt des croyances mentales. Et que ça a réussi à me les rendre corporelles, en fait, j'ai envie de dire, comme les intégrer en moi. Et du coup, leur faire prendre tout leur sens réellement. Et du coup, aujourd'hui, j'appellerais pas ça des croyances, mais un rapport au monde. Aujourd'hui, j'appellerais plus ça des croyances du tout. Aujourd'hui, c'est ce que je vis, en fait. Elle nous fait expérimenter. Donc des choses qu'on a pu lire dans des livres. Par exemple, moi, j'ai beaucoup cherché quand même depuis très jeune le sens de la vie, de par cette crise spirituelle qui était assez profonde. Et ce refus d'incarnation. Et en fait, donc j'ai beaucoup lu. Je suis allée rencontrer beaucoup de personnes dans le monde pour leur demander le sens de la vie, etc. Et c'était bien, déjà ça me rassurait d'avoir ces réponses. Mais avec l'ayahuasca, c'est pas qu'on reçoit des réponses, c'est qu'on les expérimente, on les vit dans le corps vraiment. Et on élargit notre conscience vraiment en fait. Et, Enfin, pour moi, c'est vraiment comme ça que je le et vis. du coup, tu l'as vraiment ressenti corporellement, cette différence de passer d'un mal-être très intense à quelque chose de plein, en fait Ouais, alors pas après la première cérémonie. Hein. Ça, quand même, c'est un chemin. D'ailleurs, l'ayahuasca, ce qu'elle fait, c'est qu'elle nous enseigne. Et ensuite, nous, on intègre. C'est un peu comme à l'école. Il suffit pas d'aller à un cours pour être diplômé. En général, il faut réviser et un petit peu intégrer les connaissances. Et donc, c'est un petit peu pareil. Comme tous les enseignements, ensuite, il y a un petit chemin d'intégration, de décision. Prendre des décisions qui sont en accord avec les enseignements qu'on a reçus. Donc, ça a été un chemin qui n'a pas été de tout repos, parce que c'est pas la voie la plus douce qui soit. Mais moi, c'était celle qui me convenait. Clairement, c'est complètement adapté à ce que je cherchais. Et voilà, parce que c'est une voie vraiment de vérité. Moi, c'est ça qui m'a toujours appelée chez le chamanisme, en fait, dans le chamanisme. C'est que c'est une voie, on ne peut pas s'illusionner. Voilà. Alors que dans beaucoup de spiritualité, je trouve, dans de voies spirituelles, je trouve qu'on peut intégrer beaucoup de croyances, etc. Essayer d'aller chercher la pureté, d'aller chercher le ciel, finalement. Alors qu'on a oublié justement d'aller déjà regarder un petit peu les bases, d'aller regarder nos racines, nos terres et nos blessures, notre passé. Et elle nous ramène à la vérité, vraiment. Elle nous empêche de nous illusionner, justement. Et c'est ça que j'ai senti très vrai. Et donc je savais que je savais pourquoi je faisais ce chemin, même si parfois c'était hyper, hyper dur.
mais je savais pourquoi je le faisais. Quand tu dis très dur, c'était par rapport à quoi? Émotionnellement? Par rapport à ces prises de conscience? Et qu'est-ce qui était vraiment difficile? Moi, j'étais vraiment sur un chemin de de foi. C'est-à-dire que, bon, voilà, ça parlera peut-être pas à tout le monde parce que je vais utiliser des mots un petit peu religieux de par, mon éducation et cetera. Moi, il y avait ce sujet de la foi qui était très important, mais finalement, on peut appeler ça la confiance en la vie. Du coup, ayant un moment, perdu la foi dans ma vie, alors qu'elle était très présente chez moi quand j'étais enfant, je me suis coupée de beaucoup de choses et de moi-même, de mon cœur et cetera, pour me protéger de la vie puisque quand on n'a pas confiance en la vie, on doit s'en protéger. Donc je me suis coupée de plein de parties pour me barricader. Donc ça faisait quand même beaucoup de barrières à faire sauter. J'avais une énorme forteresse, donc forcément ça fait un petit peu mal quand on essaie de faire tomber tout ça. Donc c'était dur à la fois émotionnellement, parfois, parfois corporellement, hein, parce que on perd toute énergie. Euh, C'était dur au niveau des doutes, parce qu'on sait qu'on est sur un chemin, à la fois on a été confirmé, on sait pourquoi on le fait. Ça n'empêche pas que des fois le mental il revient pour me dire je suis complètement perdue, qu'est-ce que je fais. Surtout que les proches parfois ne comprennent pas spécialement ce qu'on fait. Donc voilà, parfois ne pas être comprise, etc. C'était quand même pas facile. Et en même temps, j'ai jamais réussi à perdre le cap parce que voilà, j'étais guidée en même temps. Est-ce que maintenant que tu deviens apprenti chaman et que tu vas faire à ton tour des cérémonies, est-ce que tes proches réagissent différemment? Est-ce que les visions justement de l'extérieur ont évolué? Ouais, absolument. Alors je dirais que c'est multifactoriel parce que j'ai l'impression déjà qu'aujourd'hui on peut beaucoup plus parler de ça, alors que moi quand j'ai commencé mon chemin, j'étais un peu la seule qui allait mal autour de moi. Alors qu'aujourd'hui c'est vrai que la plupart de mes amis ont aussi leur crise, on pourrait appeler ça maintenant crise du quart de vie ou crise Existentielle. crise existentielle, ou burn-out, peu importe. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui finalement ça se généralise énormément dans toute ma génération. Donc c'est déjà beaucoup plus facile de parler de tout ça, du fait qu'on fasse des thérapies, qu'on emprunte un chemin spirituel. Et même, je dirais, le chamanisme aujourd'hui, ça a l'air d'être plutôt voilà, quelque chose qui semble être accessible beaucoup plus facilement ici, alors que c'est vrai qu'il y a quelques années, les gens avaient peur pour moi quand j'en parlais. Parce qu'en plus, j'allais pas encore bien. Donc c'est un peu ça le pire, c'est qu'à ce moment-là, toi, tu es toujours en train d'essayer de te débrouiller avec tout ça et d'intégrer. Mais en plus, les gens ont peur pour toi. Donc ça te rassure pas spécialement et t'es pas spécialement soutenu à ce moment-là. Mais bon, encore une fois, heureusement, j'étais quand même assez sûre de moi au fond de mon âme, je pense, pour continuer ce chemin. Et c'était peut-être un test finalement. Mais ouais, non, c'est pas facile. C'était pas facile il y a quelques années, je dirais qu'aujourd'hui c'est beaucoup plus facile. Et aussi parce que je m'accepte beaucoup plus, je me rejette beaucoup moins. Donc de fait, c'est beaucoup moins ce que je perçois aussi autour de moi. Donc j'ai beaucoup moins besoin d'être rejetée par mes proches. Tu as parlé de vision, tu as parlé de rapport au sens. Souvent on parle de transe. Est-ce que tu peux un peu nous transmettre ce rapport-là à la transe? Alors, c'est très dur à décrire la transe. Alors, chez moi, ça a toujours été là, parce que déjà, je viens d'une culture maghrébine, et donc ça fait partie de ma culture. Quand j'étais petite, dans certains mariages, j'ai vu des personnes rentrer en transe. Mon grand-père, lui, était dans un orchestre de transe. Ouais. Il était aussi exorciste, au passage. Donc, c'est vrai que contrairement à... en France, c'est quand même des sujets qu'on n'aborde pas tellement. Mais par contre, moi, dans ma culture, c'est assez normal, j'ai envie de dire. Même si c'est pas que facile non plus à aborder. Pourquoi ? Parce qu'entre-temps, l'islam a rendu ces choses hérétiques, alors que ça fait partie de notre culture. Mais je sais même pas si c'est vraiment l'islam ou si c'est l'islam récent, des salafistes, etc. Mais on va pas aller vers ce sujet qui est très politique et qui serait très vaste aussi. Mais donc chez moi, c'était déjà quelque chose d'assez normal. La transe, ça m'a toujours attirée depuis toute petite. Voilà. Donc finalement, j'ai peut-être pas accepté l'ayahuasca que quand j'avais 27 ans. Mais sûrement depuis très petite, parce que j'ai toujours été fascinée par tout ça. Et voilà, d'ailleurs, je me rappelle, mes sœurs, elles, dans les moments où la transe commençait, c'était toujours à la fin des mariages, hein, parce que c'est quand même un peu space.
Et moi, je me rappelle mes sœurs rentraient se coucher et moi, j'étais là, fascinée. je voulais participer. Je me rappelle que je faisais même la même danse qu'elles, que ces femmes-là qui rentraient en transe et tout ça, parce que je voulais faire pareil, quoi. Et bon, voilà. Ça, c'est mon rapport à la transe depuis petite. Donc, finalement, c'est quelque chose qui, moi, m'a jamais fait peur. Je comprendrais que ça puisse faire peur, par contre, pour des personnes qui n'ont jamais vécu ça ou été familiers avec ça. La transe chamanique, c'est un peu... en fait, finalement, la transe, c'est juste un moyen que le corps a de sortir, je dirais, de notre état mental et conscient pour passer... le corps, en fait, accepte de recevoir autre chose à ce moment-là. Ce qui nous permet parfois de canaliser d'autres choses. Donc souvent, on va entendre parler des chamans qui canalisent par exemple des animaux. Donc par exemple, à ce moment-là, tu peux devenir un loup, tu peux être l'aigle, peu importe, ça peut être un animal. Ça peut être aussi recevoir des langages inconnus. Ça peut être recevoir des soins que tu peux te faire toi-même à ce moment-là. Parce qu'on a tous du chamanisme en nous, je crois, parce que finalement le mot chaman, qu'est-ce que ce mot chaman ? Il faudrait peut-être en parler aussi. Avec plaisir. Ce mot de chaman, en fait, il vient de la culture de Sibérie. Mais pour moi, du coup, aujourd'hui, on l'utilise pour un petit peu toutes les cultures, notamment l'Amérique latine. Mais en fait, pour moi, les druides étaient des chamans. Pour moi, mon grand-père était chaman. Et en fait, il y a eu des chamans partout. Et pour moi, ce sont juste des personnes qui choisissent un chemin de connexion à ces mondes. Et c'est accessible à tout le monde, selon moi. Après, bien sûr, certains ont plus d'acuité. Par exemple, comme je viens de le dire, moi, ma famille, par exemple, était assez proche de ça. Donc, je pense que c'est pour ça que je suis attirée aussi par ça. Et qu'en plus, j'ai peut-être même des mémoires qui me permettent ça, qui me permettent un certain accès. Mais voilà, le chamanisme, déjà, pour moi, n'est pas réservé à certaines cultures. Mais au contraire, on a des chamans chez nous. C'est juste que ça a été un petit peu interdit avec l'Inquisition. Donc, on a arrêté d'appeler les gens druides ou guérisseurs. Et puis, on a gardé juste les rebouteux parce que c'est bon, c'était juste le corps. Donc, ça allait. Même si finalement, les rebouteux font du magnétisme. Donc, Justement, en parlant de magnétisme, est-ce que quand tu dis que le corps accepte de se laisser traverser, souvent on pense à de l'énergie. Mais du coup, toi, tu as décrit plusieurs formats, en fait, ou plusieurs... d'autres définitions de l'énergie, qui est un peu galvaudée, d'ailleurs. Exactement. En fait, c'est marrant parce que ça revient à ce que je disais tout à l'heure, à savoir que certains vont avoir plus une réception visuelle, par exemple. Donc, à ce moment-là, cette personne, par exemple, va se voir en loup. D'autres personnes vont avoir plus une réception énergétique et justement, du coup, ils vont plus recevoir à ce moment-là des énergies qui circulent dans leur corps. Donc ça, c'est plus la version sensorielle. Mais en fait, finalement, ça reste... c'est juste, on reçoit ce qu'on est, en fait. C'est juste une nouvelle partie de soi qui s'intègre grâce à la transe de soi, mais à travers, bien sûr, l'ouverture à l'extérieur, parce qu'en fait, on considère à ce moment-là que l'extérieur, l'univers et nous, c'est la même chose. Et en se reconnectant à cet univers, on s'agrandit aussi. Et quand tu dis ça, on pense tout de suite évidemment à la dimension écologique que tu as déjà évoquée. Est-ce que tu as modulé ou modifié ta vision de l'écologie à travers ce chemin ? Oh ouais, c'est un sujet que j'adore. Alors bon, j'ai toujours été quand même assez sensible à la nature. Enfin, je dis toujours, je sais pas si quand même. Après, ça s'est verbalisé quand j'étais dans ma vingtaine, quand on commence à être un petit peu conscient des sujets, qu'on commence un petit peu à être un peu plus politisé, plus militant, etc. Donc j'étais déjà super sensible à ces sujets-là. Mais c'était dans un rapport, comme je le disais un peu tout à l'heure aussi, d'illégitimité face à la nature. Comme si j'étais un peu un parasite sur cette terre. Et je trouve qu'aujourd'hui, c'est un discours qu'on entend beaucoup quand même. Ce côté culpabilisant de la présence de l'humain sur Terre, comme si on était une erreur en fait. Et c'est ce qui a changé pour moi l'ayahuasca. C'est que déjà, elle m'a réconciliée avec la Terre, d'une part. Elle m'a surtout montré que la Terre, c'était... d'ailleurs, on dit la Pachamama dans les cultures amérindiennes, ce qui veut dire la Terre-Mère. Que la Terre, en fait, elle nous accueillait comme ses enfants. Et ça réconcilie beaucoup de choses chez
chez l'écolo. Parce que du coup, on n'est plus en mode sauveur. Je dois sauver la planète parce qu'elle a besoin de moi. Mais en fait, on est juste dans le respect de cette terre. Et donc, de fait, ça donne envie, bien sûr, de ne pas la détruire. Mais par contre, c'est plus dans le rapport flagellation, mais c'est dans un rapport d'amour. C'est comme si tout d'un coup, il y avait une perception d'un écosystème, vraiment, enfin, d'être complètement en lien avec l'écosystème. Oui. Est-ce que, dans quelle mesure ça t'a donné envie justement de trouver une autre place dans l'écosystème? Ou de trouver, peut-être de retrouver une place, ou de, enfin, comment ça s'est positionné par rapport à ça? Alors, je suis toujours en chemin, bien sûr. Et je pense que j'ai pas encore totalement trouvé ma mission. Mais ce qui est sûr, c'est que déjà, j'ai un rapport beaucoup plus apaisé à différents sujets. Et l'écologie en fait vraiment partie, mais ça peut être aussi la guerre dans le monde, par exemple. Et toutes les injustices que je voyais dans ce monde et qui me faisaient souffrir sur cette terre et ce qui me faisait sentir anormal, en fait, ici. Et j'arrivais pas à comprendre comment on pouvait vivre dans un monde aussi cruel. En fait, je ne pouvais pas ressentir la normalité là-dedans. Aujourd'hui, me sentant intégrée à ce monde, à cette planète, j'ai plus du tout ce rapport séparé qui voit les choses comme quelque chose d'incompréhensible. Et ça veut pas dire que je comprends et que je justifie ces faits. Mais par contre, j'arrive beaucoup plus à les voir comme quelque chose d'organique qui fait partie d'un phénomène qui est l'évolution de la vie, qui est l'écosystème justement et l'équilibre du monde. Donc voilà, c'est mon rapport qui a vraiment changé, je pense, et donc qui me permet demain, quand j'aurai des vraies actions pour le monde, même si j'en ai déjà quelques-unes, mais voilà, ça reste, je pense, un terrain à développer parce que j'ai super envie d'expérimenter. Mais ce sera plus parce qu'il faut sauver le monde, sauf qu'avant c'était vraiment là-dedans. J'étais vraiment dans un rapport de sauveuse, et d'ailleurs je passais mon temps à débattre avec des gens pour leur dire qu'ils avaient rien compris, qu'il fallait absolument... je parlais d'effondrement et tout ça, et déjà je pouvais convaincre personne avec de tels discours, clairement. Et en plus, c'est pas du tout l'idée. C'était plutôt au contraire déjà de moi-même me réconcilier avec ce qui se passe dans le monde, avec l'état de ce monde, parce qu'en fait l'état de ce monde c'est juste un état, comme nous quand on est malade, est-ce qu'il faut dire mais pourquoi t'es malade? Non, il faut juste accueillir ce qui se passe, et c'est ce qui permet la guérison. Et donc voilà, c'est mon rapport au monde qui a changé, donc mes actions, je sais qu'elles seront beaucoup plus dans ma justesse en tout cas, et dans un rapport tout simplement en fait j'aime ce monde, donc j'ai envie d'agir pour lui, quoi. Et puisqu'on est dans une dimension politique et en même temps intime, tu parles presque de réconciliation, presque d'une permaculture aussi, d'un système de permaculture. Il y a presque cette notion de masculin et de féminin aussi. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ça? Alors, carrément, ça me fait penser à quelque chose. C'est la prophétie de l'aigle et du condor. Alors, je vais te donner un petit résumé, et pour ceux que ça intéresse, je vous invite vraiment à aller vous renseigner là-dessus, c'est hyper intéressant. Donc on considère, c'est une prophétie amérindienne qui considère en fait que l'aigle, c'est l'animal de la polarité masculine. On pourrait dire aussi du mental, ou de l'hémisphère gauche, par exemple, pour ceux qui s'y connaissent un petit peu. Et le condor, c'est l'animal du cœur, de la connexion plutôt intérieure, et donc de l'hémisphère droit, du yin, du féminin. Dans cette prophétie, il est dit que tous les 500 ans, le ciel est dominé par l'un ou par l'autre. Il se trouve que dans cette prophétie, il est dit aussi que, depuis les années 1500, donc depuis à peu près 500 ans, un petit peu plus, c'est l'aigle qui domine le monde, le ciel du monde. Et donc ça correspond parfaitement à cette époque des colonies, de l'expansion. Donc l'aigle, c'est notamment l'Occident. Il est représenté par l'Occident, par l'Amérique du Nord aussi, et le condor, l'Amérique du Sud. Et donc c'est pour ça que le peuple a été dominé par les pays du Nord pendant toute cette époque de colonisation, d'expansion, etc. De recherche à l'extérieur, les technologies, la santé,
aller se soigner par des médicaments, par exemple, etc. Tout ça, c'est aller chercher à l'extérieur. C'est pas une mauvaise chose, c'est juste la médecine de l'aigle. Elle n'est pas mauvaise en soi, mais elle est arrivée à son terme. Et c'est pour ça que là, elle est arrivée à un extrême, vraiment. On peut tous le voir, elle devient un petit peu décadente. Pourquoi ? Parce qu'on est dans la transition et que maintenant, l'aigle doit apprendre du condor pour pouvoir bientôt laisser le règne au condor pour les 500 prochaines années. Donc, moi, je fais un rapport très direct avec l'écologie parce que le condor, par sa médecine, sa sagesse intérieure, a beaucoup moins besoin d'aller consommer, aller construire des usines, etc. Pour fonctionner. Le condor, il va nous réapprendre à fonctionner avec ce qu'on a à l'intérieur, avec ce que nous donne la terre, etc. Donc je pense que c'est une prophétie qui nous dit beaucoup sur ce qui se passe en ce moment. Et l'ayahuasca fait partie des sagesses du condor parce qu'elle vient d'Amazonie, donc elle vient de la terre du condor. Et pour moi, c'est ce qu'elle nous apprend. Et c'est pour ça que d'ailleurs, il est dit, en tout cas j'ai reçu plusieurs fois ce message, qu'avant l'ayahuasca était complètement préservée des Occidentaux. On ne voulait pas leur transmettre. C'est pour ça que c'était une médecine complètement obscure pour nous. Et si depuis quelques années, elle devient entre guillemets à la mode, c'est pas tout simplement parce que on pourrait voir le côté un petit peu dommage, tourisme, etc. Néo-chamanisme avec toutes les critiques exactement. Et les reproches derrière. Sauf que l'ayahuasca a apparemment demandé à être transmise à l'homme blanc parce qu'il était temps qu'il se rappelle. Et est-ce que tu fais du coup le même parallèle avec la réunification masculin-féminin dans nos sociétés ? On va pas, évidemment, avec tout ce qui s'est passé, le mouvement MeToo, etc. Et puis il y a une corrélation pour toi avec tout ça ? Pour moi, c'est exact. Enfin, cette prophétie de l'aigle et du condor, c'est une métaphore qui décrit tout ce qui est en train de se passer dans le monde. Et donc l'extrême justement du patriarcat, qui fait que du coup, ça devient tellement extrême que les femmes ne peuvent plus le supporter. C'est ce qui permet au condor de revenir dans son règne. Donc en fait, il fallait que l'aigle atteigne un tel extrême pour que ce ne soit plus possible. Et que du coup, on relaisse la place à la médecine du condor. Donc celle du féminin, etc. Est-ce que du coup, on parle du féminin, de la puissance du féminin, de se reconnecter à ça ? Est-ce que tu pourrais nous donner quelques axes sur la reconnexion à la puissance du féminin ? Alors, moi, je sais que ça fait vraiment, vraiment partie de mon chemin. Ce sera peut-être pas le cas de toutes les femmes, mais voilà, moi, ça a été un des sujets les plus importants de mon chemin avec l'ayahuasca. J'ai reconnecté avec ma grand-mère qui m'a transmis ses mémoires. Donc, je me rappelle que ma première cérémonie, c'est celle où j'ai incarné ma grand-mère. Donc, c'est aussi le moment où elle m'a transmis beaucoup de mémoires. Et les années d'après, j'ai eu à les soigner pour elle. Donc, ça n'a pas été facile non plus parce que les mémoires de la femme, on le sait tous, sont pas très glorieuses du fait de ce patriarcat, justement. Mais justement, ça voulait dire qu'il était temps aussi. Il est temps. Je pense qu'on est vraiment dans ce moment-là où on est en train de nettoyer tout ce masculin dévoyé parce qu'on est dans son extrême. Donc il a été super polarisé sur la fin de son règne et c'est justement pour qu'on puisse voir l'importance du féminin et de sa puissance et donc redonner sa valeur à ce féminin parce qu'il a été considéré comme faible parce qu'en effet c'est une autre forme de puissance alors qu'aujourd'hui il y a qu'à voir par exemple tous les exemples qu'on a de guides, tu sais, de personnes inspirantes par exemple, Mère Teresa, Ama pour moi par exemple. C'est des mères universelles, quoi. Et on peut pas dire qu'elles sont pas puissantes, ces femmes, quoi. C'est la puissance du féminin. Ça peut atteindre le monde entier, quoi. Et ça veut dire que le masculin peut se réapproprier aussi, évidemment, puisqu'il y a les deux à l'intérieur, évidemment, toujours. Et ne plus avoir peur de cette puissance qui a été aussi complètement broyée pendant très longtemps et de se reconnecter à ça. Absolument, je pense que le féminin, il est en train de se réveiller, de se révéler
en chacun de nous. Alors bien sûr, les femmes ont fait du travail, notamment en effet avec les mouvements comme MeToo. Mais les hommes sont en train de faire le travail aussi. Et les hommes aujourd'hui s'autorisent de plus en plus à dévoiler leurs sentiments, à pleurer, à accepter leur féminité. D'ailleurs, les mouvements, je pense, LGBT, etc., font partie de ce phénomène aussi. Parce que du coup, on est en train de remélanger les genres et de dépolariser, du coup. Donc, ouais, je pense que tout le monde est en train de participer à ce réveil du féminin et donc ce rééquilibre des polarités. Parce que ça s'était polarisé d'une manière beaucoup trop extrême, donc qui ne pouvait plus tenir de toute façon. Et justement, il y a besoin, je pense, que ça aille vers un extrême pour pouvoir se rééquilibrer. Ça, c'est la loi du chaos et de l'ordre, quoi. C'est très Eros Thanatos, presque. Ouais. Et ça devient très politique. Du coup, d'une expérience qui pourrait n'être qu'intime, apparemment, ça devient très politique et ça a un impact, oui, sur le tout, du coup. Ouais, complètement. Bah, justement, en fait, l'ayahuasca, elle nous rappelle qu'on fait partie d'un tout, qu'on fait partie d'un écosystème et qu'on n'est pas là par hasard, qu'on n'est pas là par erreur. Donc, de fait, ça nous donne aussi envie d'être une fleur dans ce monde, quoi, d'être un colibri, comme aussi on dit beaucoup dans ces cultures. Ouais, ça nous redonne aussi cette envie de participer à ce monde, et encore une fois, pas parce qu'il faut, par des injonctions sociales, comme on pourrait avoir un peu dans notre société à nous. Là, c'est pas du tout ça, c'est vraiment juste... mais tu l'aimes, ce monde, quoi, et il t'aime, en fait. Donc, voilà. Justement, quand on parlait des craintes par rapport à la notion de drogue, moi, j'entends vraiment dans tout ce que tu dis beaucoup de liberté, en fait. Et j'ai l'impression que, du coup, l'ayahuasca est plutôt une forme de libération plutôt que de conditionnement ou de dépendance qu'une drogue pourrait créer, par exemple. Absolument. Alors déjà, c'est pas du tout une médecine, une plante addictive. Première chose. Elle n'est pas non plus du tout... enfin, en tout cas, aujourd'hui, on n'a pas beaucoup d'études sur l'ayahuasca, mais on n'a jamais remarqué d'effets négatifs sur le corps. D'ailleurs, en général, le lendemain d'une cérémonie d'ayahuasca, on se sent très très bien. On n'a pas du tout ce qu'on appelle une descente qu'on peut avoir avec les drogues, par exemple, ou l'alcool. Donc on n'est pas du tout dans ce type de substance-là. En plus, la manière dont elle est préparée n'a rien à voir. C'est pas une consommation anodine. Elle est cuisinée avec tout un rituel, avec des chants, etc., pour la sacraliser. Voilà, il faut vraiment plus la concevoir comme une plante sacrée, même si sacrée, ça ne pourra pas parler à tout le monde, mais c'est vraiment plus une plante sacrée qu'une drogue. Et en effet, le côté libérateur dont tu parles, alors bien sûr, il y a des moments où on peut avoir l'impression, par contre, que ça nous enferme dans des croyances, parce que parfois, sur le chemin, on a besoin aussi de se tromper. Donc peut-être que certains peuvent se retrouver sur leur chemin, avec l'ayahuasca, par exemple, ou de manière générale sur un chemin spirituel, peuvent se retrouver à un moment à intégrer des croyances et à ne croire qu'en elles, à les prendre comme vérité. Et donc on pourrait penser à des conditionnements à ce moment-là. Sauf qu'en fait, ça fait tout simplement, je pense, partie du chemin, et que ce soit par l'ayahuasca ou par n'importe autre quelle voie. D'ailleurs, la voie des psychologues, ça peut être pareil. À un moment, on se retrouve à parler de notre enfant intérieur toute la journée, ou de notre blessure d'abandon, et à ne croire plus qu'en ça, alors qu'en fait, finalement, plus tard, on se rend compte qu'en fait, on a le choix aussi d'en sortir, qu'on est responsable, etc. Et c'était OK. Et c'était OK, ça faisait partie du chemin, en effet, de prise de conscience et de maturité. Est-ce que souvent on associe, on a déjà parlé du fait de la possibilité de vomir. Est-ce que toi tu as une vision spécifique par rapport à ce passage-là, en fait? Pourquoi ça peut, parce que ça peut effrayer, on sait que ça peut être une phobie pour plusieurs personnes, donc voilà, quel est ton rapport à ce passage-là, du coup? Ouais. Alors déjà, le vomi n'est pas systématique. Mais c'est vrai qu'il arrive assez souvent. Et pour moi, c'est tout simplement une purge. L'ayahuasca, c'est avant tout une médecine de nettoyage. Elle nous nettoie de ce dont on n'a plus besoin à ce moment-là. Donc justement, ça peut être des conditionnements, ça peut être une part de notre ego qui commence à être vraiment freinante dans notre vie,
qui nous permet plus d'avancer. Et le vomi est une voie une voie, comme une voie de sortie en fait, comme une autre. Ça peut aussi passer par le transit, comme ça peut passer par les larmes, ou par les cris, ou les mouvements. Voilà, il y a plein de manières de sortir ça. Par le rire, par exemple, aussi. Et voilà, ça n'a pas à être forcément violent et difficile. Ma première cérémonie, par exemple, était absolument incroyable. J'étais euphorique. Et c'était pas de la fausse euphorie. C'était vraiment une reconnexion à quelque chose de magnifique, quoi. Okay. Et est-ce que je peux me permettre juste d'ajouter quelque chose sur la partie drogue, parce que ça me fait penser à ça. C'est que beaucoup de médecine d'Amazonie. Donc l'Amazonie, pour moi, je pense qu'elle regorge vraiment de beaucoup de médecine sacrée, et c'est pas pour rien. Je pense que c'est parce que c'est un des endroits les plus inaccessibles de la Terre. Et à mon avis, s'il y avait un dieu, il aurait choisi de tout mettre là-bas parce qu'il fallait pas qu'on en fasse trop n'importe quoi. Bon, il se trouve qu'à un moment, c'est quand même arrivé. Et les colons sont arrivés, les Espagnols, puis les autres sont arrivés, et puis ils ont découvert le cacao, le tabac, la coca. Ils ont découvert que ça pouvait, que c'était des plantes qui avaient un pouvoir. Et c'est vrai que nous, aujourd'hui, on les connaît comme des drogues. Donc on a fait la coke, on a fait du chocolat, on a fait le café aussi. Le tabac, on en a fait des clopes. Mais sauf qu'à la base, c'est des médecines, là-bas. Donc nous, on les a un petit peu, moi je dirais le mot dévoyés, même si c'est bien sûr un regard qui n'est pas neutre. Mais on a détourné leur utilisation pour en faire justement des substances addictives. Alors qu'à la base, dans leur utilisation cérémonielle, ce sont des médecines sacrées. Et donc, je pense que c'est pour ça que l'ayahuasca a mis autant de temps à être partagée et qu'elle est encore quand même assez inaccessible. Je pense que c'est une bonne chose parce qu'il ne faut surtout pas qu'elle devienne justement une drogue récréative comme les autres. Voilà. Et pour les personnes qui se sentent, qui ont l'envie de vivre une cérémonie ayahuasca, mais qui n'ont pas du tout, tu vois, de personnes qui ont déjà expérimenté. Elles vont peut-être partir au Pérou, ne pas savoir où aller, que faire, qui demander. Il y a plein de tours opérateurs maintenant qui organisent ça de façon presque à l'américaine. Comment se positionner par rapport à ça aussi? Bon, je vous donne mon 06. Non, là, je dirais chacun sa vision, parce que je connais des gens qui ont fait des retraites à je ne sais pas combien de milliers d'euros et qui en sont très contents. Ça les a beaucoup aidés sur leur chemin. Alors moi, dans ma personnalité et ma manière de voyager, c'est pas forcément ce que je suis allée chercher. Moi, j'ai plutôt été chercher le côté initiation, aller chercher ça vraiment un peu plus dans le côté expérience, immersion dans la jungle, etc. Mais je pense qu'il n'y a pas de jugement à avoir. L'ayahuasca, justement, c'est elle qui a demandé à être transmise, à être partagée. Et donc, tout le monde n'est pas OK pour aller se passer un mois en Amazonie avec les moustiques dans un hamac, quoi. Et à marcher dans la boue, pieds nus, comme je le fais. Donc, je comprends qu'il y ait des centres de retraite, etc. À mon avis, ça fait partie de l'ordre des choses aussi. Okay. Voilà. Pas de jugement, mais par contre, juste peut-être se renseigner quand même sur la personne, un petit peu sa vision, connaître un petit peu sa manière de penser, pas forcément sa manière de travailler, parce que ça, chaque cérémonie sera différente. Mais déjà, voir si on est d'accord avec un peu ses croyances. Pour ne pas, par crédulité, intégrer des croyances qui ne seraient pas nôtres et tomber dans de nouveaux conditionnements, finalement. Voilà. Parce que tout le monde est victime de son propre ego, et ça peut arriver même aux chamans, même aux meilleurs. Et donc, juste voir si on est OK avec la personne qui donne la médecine, voir si ça convient avec ce qu'on recherche, tout simplement, si c'est juste pour nous. Et dans ce cas, c'est une expérience à faire si on se sent appelé, je pense. Merci beaucoup, Anna. Merci à toi.